Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de ce matin. Notre invité est licencié en droit et de la faculté de droit et des sciences économiques. C'est un ancien commandant en chef des forces armées d'Haïti, ancien président de la République. Il s'agit du général Prosper Avril que l'on accueille à l'occasion de la publication de son dernier ouvrage, L'histoire des transitions politiques en Haïti. Évidemment, on aura aussi à faire un petit coup d'œil sur le livre noir de l'insécurité. Dans le cadre de sa 3e édition, nous accueillons le général Prosper Avril ce matin, et ceci avec plaisir. Bonjour, Président. Okay, bonjour Wendell. Bonjour à toutes les auditrices et auditeurs de Radio Télémétropole à l'émission Le Point, que le monde entier visionne actuellement. Donc c'est un plaisir pour moi de participer à cette émission, pour présenter mes livres. D'abord, parlons de l'histoire des transitions politiques. Je pourrais même dire c'est un ouvrage qui est sorti à un moment spécial de notre vie de peuple, puisqu'aujourd'hui, on parle de transition politique, et je vous ai présenté comme un ancien président de la République, un ancien président de transition, président provisoire, avec votre casquette de militaire. Vous avez dirigé le pays pendant un certain temps. Est-ce que ce livre que vous avez rédigé vous a été inspiré, ou encore l'idée vous est venue par le fait que vous étiez président, ou encore par le fait qu'il y a actuellement un débat sur la nécessité d'une autre transition? Donc voilà, et Wendell. Et au début de l'année 2020, quand j'ai vu apparaître l'idée d'une transition, je me suis fait une introspection. J'ai été membre d'un gouvernement provisoire, d'un conseil de gouvernement déjà, le Conseil national de gouvernement. J'ai noté tous les tracas que ce conseil a dû traverser pendant sa gestion. Puis ensuite, moi-même, je fus président provisoire, comme vous le dites. Et je me suis rendu compte que les tracas que j'ai eu à traverser provenaient surtout d'une crise de confiance. Et généralement, je pense que c'est parce que j'étais provisoire surtout et que j'étais militaire qu'il y avait cette crise de conscience. Mais en poursuivant mon introspection, j'ai vu que même mon remplaçant, la présidente Tatouyo, a eu aussi des difficultés, au point de connaître la prison politique après son passage au pouvoir. Et cette introspection m'a recommandé directement à une rétrospection. Je me suis dit, je devais voir dans l'histoire d'où ça vient, cette affaire de transition à chaque fois, etc. Parce que même les jeunes de moins de 40 ans connaissent déjà plus d'une dizaine de transitions en Haïti, de transitions politiques, de provisoires. Donc, j'ai été dans l'histoire pour voir comment cela s'est produit en Haïti. Donc, j'ai été depuis 1804, naturellement. Donc, j'ai vu que dès la mort de Dessalines, chose que j'ignorais, malgré que j'ai eu une éducation scolaire complète je pourrais dire, les meilleures écoles de la République, au petit séminaire collège Saint-Martial pendant les 3 quarts, et au lycée Toussaint Louverture à la fin de mon étude. Donc je me suis dit que j'étais étonné de voir qu'il y avait des choses que moi-même j'ignorais. Je ne savais pas qu'il y a eu un conseil de gouvernement après la mort de Dessalines.
Je ne savais pas qu'il y avait eu un président provisoire après la mort de Dessalines. Donc ceci m'a porté à me dire que si moi je suis ignorant de ces choses, il y a une bonne partie de la population, de l'élite intellectuelle qui aussi ignore le passé en ce qui concerne cette affaire de transition politique. Et je me suis dit, entrons au travail, réalisons quelque chose pour le peuple haïtien, pour l'élite haïtienne, pour les élèves des écoles, pour la société entière, pour que tout le monde puisse savoir exactement, quand on parle de transition, de quoi il s'agit. Merci pour cette réflexion, cette page d'histoire que vous avez partagée avec nous, Général. Mais, alors, vous vous êtes posé la question pourquoi, et le résultat nous a permis de comprendre certaines choses. D'abord, il y a eu beaucoup plus de gouvernements provisoires, beaucoup plus de présidents provisoires que de présidents élus. Vous avez trouvé ça aussi? OK. Maintenant, dites-nous, l'histoire des transitions politiques de 1806 à 2020, quoi de positif? Quelles leçons peut-on tirer de ces suites successives de gouvernements de transition de l'histoire d'Haïti? Voilà, et c'est précisément le but de l'ouvrage. Le lecteur doit pouvoir faire ses conclusions aussi. Par exemple, quand on voit dans un pays, sur 39 gouvernements qui ont eu des mandats, que ce soit des mandats à vie ou à durée limitée, et bien sur 39 gouvernements, 46 ont subi des coups d'État. Ou du moins, pas des coups d'État, je pourrais dire, ont dû laisser le pouvoir avant la fin de leur mandat. Et j'ai noté aussi... Alors, combien de gouvernements provisoires? Au total, combien c'était? Des gouvernements provisoires, il y a eu 15 présidents provisoires, 15 conseils de gouvernement provisoires. Et il y a eu aussi 2 conseils des secrétaires d'État à occuper les espaces du pouvoir pendant des transitions. Donc beaucoup plus de gouvernements provisoires que de gouvernements élus. Au fond, il y a eu, dans l'histoire d'Haïti, il n'y a eu que 7 transmissions de pouvoir d'un président légitime à un autre. 7. 7 sur près de 68 ou 69 gouvernements. 7 transitions. Et ceci a commencé seulement après l'occupation américaine. À partir de 1915, Dantignave a pu transmettre le pouvoir. Bono a pu transmettre le pouvoir. Bono a transmis à Wa a transmis à Vincent, Vincent a transmis à Lescaut, parce que Vincent était à la frontière de l'occupation. Il a transmis à Lescaut. Mais immédiatement après avoir transmis à Lescaut, il n'y a plus de transition jusqu'à 1996, quand la force multinationale est rentrée en Haïti. Est-ce que vous voyez ce que je veux montrer? Ce qui veut dire qu'on était à la frontière de l'occupation américaine. Vincent a transmis le pouvoir à Lescaut. Mais depuis, Lescaut n'a pas pu transmettre à Estimé. Estimé n'a pas pu transmettre à Magloire. Magloire n'a pas pu transmettre à Duvalier. Duvalier n'a pas pu transmettre à Maniga. Maniga n'a pas pu transmettre à Aristide. 1996 est arrivé, le blanc est rentré. Aristide a transmis à Préval. Préval a transmis à Aristide. Donc c'est à la faveur de l'occupation. Donc l'Haïtien doit faire attention à cette histoire. Mon livre n'est pas un livre politique. C'est un livre historique et didactique, je pourrais dire. Oui, puisque non seulement on va apprendre des choses, mais le livre va nous aider aussi à comprendre la réalité des Haïtiens. La réalité. Bon. Jusqu'à l'indépendance, jusqu'à l'occupation américaine, un seul chef d'État a pu passer au palais national et rentrer chez lui, c'est Nissa Saget.
Et on a eu aussi Pierrot qui a bravé la conjoncture et qui, après avoir été renversé, s'était rendu à Tours du Nord finir sa vie. Donc, Mais après, il y a un tous problème. tous les autres présidents, ou bien sont morts au pouvoir, ou bien ont été en exil. Oui. Et ça traduit quoi? Sur le plan sociologique, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Ça veut dire que Nous avons un problème. l'haïtien veut toujours être gouverné par le parfait. C'est-à-dire que, et il n'y a personne qui soit parfaite. Ça veut dire qu'un président qui est là, dès qu'il commet des erreurs, on veut le renverser. On ne lui laisse pas la chance de passer comme un mauvais président de l'histoire. Pour passer comme un mauvais président de l'histoire, il faut avoir complété le cycle de mandat qu'on vous avait confié. Parce que vous pouvez avoir plusieurs stratégies pour atteindre votre fin. Mais si votre stratégie ne plaît pas à X ou à Y, au lieu de vous forcer à prendre le bon chemin, on vous écarte. C'est arrivé pour Jean-Jacques Dessalines au départ. Jean-Jacques Dessalines a été terriblement assassiné moins de 2 ans après l'indépendance. Bon. Et il n'a pas été assassiné il n'a pas été assassiné par les Blancs. Il a été assassiné par des Haïtiens. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est la première grande le premier grand coup d'État sanglant qu'on a eu, c'est immédiatement après l'indépendance. C'est le premier coup d'État sanglant où l'empereur qui est le père qui est le fondateur même de l'indépendance, a été mutilé et son cadavre a été abandonné par quelqu'un qu'on a qualifié de folle et qui a pu défiler. Mais on se demande vraiment, est-ce que ce n'était pas elle seulement qui était lucide à ce moment-là? La folle? Oui, la folle. Parce que comment penser qu'une folle puisse prendre des restes de cadavres sanglants au lieu de le manger ou bien de le jeter quelque part, etc., cherche un sac, amasse toutes ces choses, met dans un sac. Au lieu de jeter ça rentrer, aller au cimetière pour enterrer, et puis la personne est folle. Mais c'est une question à se poser, oui. Vous voyez? Je dirais, celle ou ceux que l'on croyait fous n'étaient pas véritablement le fou. C'est à se demander, parce que il y avait une euphorie. La folie, c'est quoi? C'est la perte de contrôle de tout ce qu'on fait. Il y a eu même, d'après Fouchard et Covington, des gens qui sortent. Il y a même des jeunes, des enfants qui manifestaient à l'occasion de la mort de Dessalines. Des militaires, des civils qui manifestaient dans les rues. Et puis cette personne qu'on dit folle, a pensé à aller ramasser le reste, qui fait qu'aujourd'hui, on puisse dire qu'on a les restes de Dessalines au mausolée des pères de la patrie. Et puis cette personne était folle. Pour parler de la mort de Jean-Jacques Dessalines, les causes étaient économiques ou politiques? Bon, voilà. Dans mon livre, je peux répondre à la question un peu, mais dans mon livre, je me suis borné à voir comment les chefs d'État sont rentrés, arrivent à occuper le pouvoir, et comment ils sont descendus. Je n'ai pas étudié la gestion même des chefs d'État. Mais on sait que Dessalines est mort parce que il avait soulevé la question des domaines. Et vous savez que dans le système esclavagiste, les esclaves n'avaient rien. Et seuls les Blancs et les affranchis étaient propriétaires de terre. Et il avait posé la question. Et puis la question est arrivée comme ça. Et ceux dont les pères sont en Afrique, est-ce qu'ils n'auront rien? Voilà. À ce moment-là, il faisait Voilà, allusion. parce que quand il a voulu séparer les terres et les instructions
pour le contrôle des domaines et a soulevé la réprobation de tous les propriétaires des terres, et non seulement les propriétaires affranchis, mais les fils des colons qui étaient des affranchis, qui voulaient hériter de leur père. Or, c'est ce qui a poussé cette phrase de Dessalines. Et les Noirs dont les pères sont en Afrique, qu'est-ce qu'ils vont avoir? Et c'est peut-être la base. Naturellement, il y a eu aussi des réprobations sur les affaires de massacre, etc. Mais la question fondamentale, c'est la distribution des terres de l'État. Vous étiez président provisoire également. Oui, j'étais président provisoire. Oui. Là, on parle président de gouvernement de transition. Président provisoire quand même, parce que le gouvernement, j'ai fait 3 catégories de personnes. Les personnes qui ont un mandat, les personnes qui n'ont pas eu de mandat, qui sont des présidents provisoires, et les conseils de gouvernement qui ne sont pas, il n'y a pas un chef d'État, c'est tout le conseil qui dirige le pays. Ouais. Vous avez fait état général des difficultés auxquelles vous avez dû faire face en tant que président. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, un gouvernement de transition en Haïti pourrait apporter, je dirais, quelque chose d'intéressant à Haïti? Voilà, en principe, ça aurait dû être ça. Et dans mon étude, j'ai vu que la société haïtienne, ou plutôt la société politique, au lieu de considérer le gouvernement de transition comme leur partenaire pour réaliser la transition, dans le passé, je l'espère que ça ne sera pas, si toutefois, malheureusement, on devra arriver à cette extrémité, on a toujours considéré les gouvernements provisoires comme des adversaires, comme des ennemis. En principe, le gouvernement de transition n'aurait pas dû avoir d'opposition. Parce que c'est un gouvernement qui rentre, qui fait corps avec la société pour lui donner un successeur au pouvoir. Donc, il n'aurait pas dû avoir... Mais cette opposition apporte les gouvernements de transition à réagir. Donc, les gouvernements de transition, pour réussir, doivent avoir la collaboration totale de la société politique. Or, cette collaboration est très rare en Haïti. On a vu que, vous voyez dans le livre, le lecteur verra que les gouvernements provisoires qui ont réussi avant l'indépendance ont tous gardé le pouvoir pour eux-mêmes. Il y a eu, Christophe était président provisoire. C'est le premier président provisoire qu'on a eu en décembre 1807. Quand le Conseil des généraux n'a pas voulu conserver le pouvoir, le Conseil des généraux dirigé par Alexandre Pétion n'a pas voulu conserver le pouvoir et ont écrit un document pour désigner le général Christophe chef provisoire de la République. Le général Christophe, comme chef provisoire de la République, il y a eu des élections. Cette fois, c'est lui qui est arrivé comme président. Après Boyer, on a eu le conseil provisoire de Rivière. Vous verrez que Rivière a formé lui-même le conseil provisoire avec 4 membres, en donnant aux membres la faculté de nommer le 5e membre. Et les 4 membres ont nommé Rivière comme 5e membre, qui est devenu président du conseil gouvernement. Et puis, Rivière est devenu président après. Oui, donc les présidents provisoires, naturellement, et Saget était provisoire. Il a naturellement pris le pouvoir, et pas passé le pouvoir à Sylvain Salnave, mais après Salnave, il est redevenu président provisoire de notre conseil de gouvernement, qui l'a porté lui-même au pouvoir. Il y a eu ensuite, il y a eu Bois-en-Canal. Bois-en-Canal a eu une première présidence de conseil de gouvernement. Il a gardé la présidence pour lui-même. Et puis après, il y a eu une deuxième présidence provisoire de gouvernement. Il a passé le pouvoir légitime. Et après, il fut encore président provisoire de gouvernement qui a
passer le pouvoir à Noa-Alexis. Là encore, je dois vous dire le caractère que j'ai trouvé nocif de ces présidents, c'est que le général Bois-au-Canal, président provisoire président provisoire pour remplacer le président Hippolyte, et avait Noa-Alexis au conseil de gouvernement. Eh bien, qui est-ce qui était en face de Noa-Alexis? Un ténor Firmin. Un ténor Firmin, bien formé, qui pouvait être le meilleur président de la République. Un ténor Firmin pour sa formation, pour ceci, pour cela. Ben, qu'est-ce qui est arrivé? Bois-au-Canal ne voulait pas d'un ténor Firmin. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a commandé le peloton d'exécution de Sylvain Salnave. Or, un ténor Firmin a épousé la fille de Sylvain Salnave. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Pour empêcher Firmin d'arriver à la présidence, il y a eu la grande guerre civile qui a provoqué la mort de l'amiral Kilik. Vous voyez? Donc, il faut bien réfléchir pour les gouvernements provisoires, pour les gouvernements de transition. Et vous diriez quoi de l'implication du peuple dans les assassinats de présidents, ou encore dans les massacres disons même dans les assassinats de présidents? Parce que quand même, c'était pas les dirigeants eux-mêmes qui avaient pris les armes pour aller assassiner, pour aller tuer un président. Non, mais il faut voir que généralement, le peuple, je ne dis pas comme le peuple, la canaille, le peuple suit les leaders politiques. Naturellement, il y a parfois eu des débordements et de certains peuples ou partisans qui font des choses à l'insu même de leur chef. Mais généralement, c'est par le sommet qu'on peut diriger un pays et non pas par la base. Donc, on a eu... si vous voyez par exemple... D'autres personnes diraient le contraire. Hein? D'autres personnes, d'autres acteurs... Qui pensent que c'est le peuple lui-même qui fait les choses. Le peuple avant et eux, ils viennent après. Ah, c'est pas beau ça. C'est pas possible. Et pourquoi Ils leur disent quoi faire. Mais écoutez, je serais d'accord avec une telle conception si on devait fermer toutes les écoles de la République. Pourquoi les jeunes vont à l'école? C'est pour pouvoir avoir une formation. Et pourquoi un pays dépense pour former ses citoyens? C'est pour pouvoir avoir des citoyens capables de diriger tout le monde. Donc, si maintenant, après toutes ces années d'études et choses, et que vous êtes exclus de des décisions majeures pour la République, eh bien, ça n'aurait pas de sens de vous éduquer. Donc, c'est pourquoi, très souvent, on aboutit à ce que prévoit la Constitution, qui dit que la souveraineté réside dans l'universalité des citoyens, c'est-à-dire l'ensemble des citoyens cultes ou incultes, et l'ensemble des citoyens va choisir ceux qui vont le diriger. Alors, ce que l'on comprend en général, c'est que tous les gens qui sont au pouvoir sont toujours déterminés à y rester. À rester au pouvoir. Et vous avez fait l'expérience de président provisoire. Est-ce que vous n'avez pas été touché ou encore contaminé par l'envie de rester au pouvoir? Non, ça n'est jamais arrivé. D'ailleurs, il faut voir aussi les contingences. Il faut tout mettre dans le paquet. Quand on considère mon arrivée le 17 septembre 1988, on doit se rappeler, on doit savoir que dès octobre, j'ai lancé le processus électoral. Dès octobre, c'est-à-dire de 17 septembre au 8 octobre, il y avait un projet de décret sorti pour former le conseil. Projet, comme je vous l'ai dit, les gens pensent qu'ils sont des opposants au pouvoir, rejeté par la classe politique. C'était le collège électoral d'Haïti.
on nous a reproché d'avoir utilisé le mot collège, etc., qui n'était pas dans la Constitution, une Constitution qui a été mise à l'écart par le gouvernement précédent. Quand je suis arrivé au pouvoir, il n'y avait pas de Constitution du tout. Quoi qu'en 88. Hein? Quoi qu'arrivé en 1988. Ah, oui, en 1988, en juin 88, en avril, le juin. C'est parce que vous avez dit qu'il n'y avait pas de constitution. Oui, parce que la constitution a été écartée officiellement et le Sénat et la Chambre des députés dissous. Hein? Et le gouvernement précédent, le mien, gouvernait en dehors de la constitution totalement. Je suis arrivé dans cette situation, totale absence de constitution. Vous aviez l'armée derrière vous. Voilà, j'ai tenté les élections avec le collège. Ils ont dit qu'il n'y a pas ce mot dans la Constitution. J'ai dit au journaliste Jean-Dominique qui était venu m'interviewer sur cette question, il m'a dit, mais président, ça a fait, puis il n'a pas voulu qu'on fasse. Il me dit, ça m'a fait, puisque il dit son conseil électoral qui pour faire élection, m'a réuni tous les leaders, il a dit qui j'en pour me faire, m'a fait lui-même. Et ceci en janvier. Et qui s'est passé après? J'ai organisé le forum national, le premier forum national qui a réuni 24 partis politiques et organisations socio-professionnelles. De ce forum, il y avait Sergi, il y avait Bazin, il y avait tous les grands ténors démocratiques de l'époque dans ce forum. Ils m'ont présenté un projet que j'ai exécuté à la lettre. Leurs recommandations ont été publiées officiellement sur le journal Le Moniteur et adaptées et affichées telles quelles dans le décret que j'ai eu à signer. Et dans ce décret, j'avais inclus tous les consulats et représentations diplomatiques d'Haïti à l'étranger pour prendre le vote des Haïtiens qui vivent à l'étranger et conformément à une structure que j'avais montée qui s'appelait le commissariat des Haïtiens d'outre-mer qui allait gérer la diaspora pour leur permettre de s'intégrer dans la politique nationale. Mais tout ceci a été occulté. Oui, mais j'ai l'impression que c'est la première fois que vous entendez que le peuple entend une chose pareille. Oui, j'avoue. Naturellement, j'ai eu un problème. C'était j'ai installé le conseil électoral le 31 mars. Et non, j'ai pris le décret le 31 mars. Et j'ai eu le coup d'État le 1er avril. Vous voyez? Et c'est au cours de ce même mois que je me suis dit qu'après les recommandations de la classe politique à travers le forum pour les élections, je ne pouvais pas organiser les élections dans un vide constitutionnel. Donc, j'ai demandé à la Cour de cassation et tout de me conseiller comment faire. Ils me disent que je peux ramener la Constitution. Mais je leur ai dit que mais moi, je ne suis pas un gouvernement constitutionnel. Il dit, mais non, président, vous n'aurez qu'à mettre quelques articles en veilleuse. L'article qui dit, par exemple, le gouvernement est civil, on le met en veilleuse en attendant les élections. L'article qui dit que pour faire des lois, il faut la Chambre législative, on le met en veilleuse pour permettre les élections. Alors pour permettre de diriger. Pour permettre de diriger. Alors maintenant, les gens, loin de dire qu'il y avait toute la Constitution qui était écartée, les 400 combien articles, maintenant, la Constitution est revenue avec 36 articles en veilleuse et puis ils ne sont pas contents. Est-ce que vous voyez la chose? Très bien, très bien. Toute la liberté était revenue, consacrée, à moins la Chambre législative, le principe de caractère civil de la présidence qui ont été mis en veilleuse. Vous voyez? On va observer la pause générale. Ouais. Et au retour, on fera encore un petit regard sur ce que vous avez réalisé pendant que vous étiez président. Très certainement, le livre noir de l'insécurité
sera aussi présenté au public de Métropole. Et c'est sa 3e édition. Et les conseils qui sont dans ce livre noir de l'insécurité, j'imagine, je présume, pourraient aujourd'hui être utiles. Oui, je crois. C'est la raison. C'est pour 2 raisons. Premièrement, beaucoup de personnes... Est-ce que vous ne pourrez pas me donner les raisons au retour? Parce qu'on doit observer la pause. Les raisons? On reviendra un peu plus tard pour... Oui. Mais on aura des explications sur le livre après la pause. Mais oui, avec plaisir. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. Le général Prosper Avril, à l'occasion de la signature, de la parution de ses ouvrages, L'histoire des transitions politiques en Haïti, et le livre édité pour une 3e fois, le livre noir de l'insécurité. Il est avec nous, c'est le temps de la pause, et à tout à l'heure. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Merci, madame, monsieur, de votre patience. Je rappelle que notre invité ce matin, l'ancien président de transition, président provisoire, le général Prosper Avril. Et il est avec nous à l'occasion de la parution de son livre « L'histoire des transitions politiques en Haïti de 1806 à 2020 ». Et un petit coup d'œil sera également fait sur le livre noir de l'insécurité à l'occasion de sa 3e édition. Général Avril, pour avoir été président de la République, vous avez dû réaliser quelque chose. Votre plus grand regret aujourd'hui? Je peux dire mon plus grand regret, pas seulement au point de vue de gestion, c'est que après avoir parcouru, après avoir visité les profondeurs de l'histoire à l'occasion de la préparation de mon livre, je me suis dit, je regrette que je n'étais pas imbu de toutes ces questions qui se sont déroulées, de tous ces événements, de tous les problèmes des anciens présidents provisoires, parce que si je les avais su, si j'étais bien imbu, je n'aurais pas été le président que j'ai été. Mmh. C'est-à-dire que je n'avais pas pu comprendre cette méfiance. Êtes-vous en train de nous dire que vous n'aviez pas à ce moment-là la maturité qu'il fallait pour être président? Je le pense parce que je ne peux pas dire que je n'étais pas un homme mûr, mais je n'étais pas bien imbu de la situation, de la position que j'occupais. Mmh. C'est-à-dire qu'après, je me suis dit qu'il y a beaucoup de choses que j'aurais dû faire. Mmh. Par exemple, et ce n'est qu'en parcourant l'histoire que j'ai vu, par exemple, que on m'avait reproché, par exemple, on disait, je me rappelle bien, surtout c'était le mot favori de mon ami Serge Gilles, qui disait le pouvoir personnel du général Avril. Mmh. Je n'avais pas bien compris ce qu'il voulait dire quand il disait mon pouvoir personnel, parce que je ne pensais pas que j'avais un pouvoir personnel, alors que c'était le cas. J'aurais dû, par exemple, mon regret, après le forum qui avait réussi, j'aurais dû transformer le forum en Conseil d'État, par exemple, pour passer toutes les lois, toutes les décisions à travers ce forum. Mmh. Peut-être que je n'aurais pas eu à subir cette atmosphère de méfiance qu'on me donnait, parce que malgré tout ce que je faisais, on n'avait pas confiance. On n'avait pas confiance parce qu'on a même dit que vous étiez un officier, je dirais, aimé par le président Duvalier, qui a eu même à dire, en parlant de vous, il savait dire... Je n'étais pas aimé par le président Duvalier, j'étais aimé par tous ceux qui m'ont eu comme gens à servir. C'est-à-dire, j'étais aimé depuis l'école, j'étais aimé des professeurs. Maître Goug m'aimait beaucoup, mon professeur de pénal. Et quand on parlait... Parce que quand je travaille avec méthode.
Duvalier disait l'intelligent avril. Oui, l'intelligent avril, parce que j'étais l'officier qui ne disait pas d'accord, bravo. Mais l'armée, c'était l'obéissance passive. Bravo, parce que... Dans l'armée, général, dans l'armée, c'était l'obéissance passive. Et non, ça ne veut pas dire que je n'obéissais pas aux ordres. Mais quand on émettait des opinions et que tout le monde applaudissait, moi, je n'applaudissais pas. Et le président Duvalier, François, remarquait parfois mes réticences. Il m'appelle à côté pour me dire, mais je viens de parler, vous n'avez rien dit. Dit le président, c'est parce que j'ai lu autre chose, donc je ne vais pas vous contredire, président. Il dit, ah bon, vous lisez? Et puis là, il prend le livre, il dit, allez lire ça, et puis ensuite, venez me trouver pour discuter. Dès qu'on discutait avec elle sous question philosophique. En plus... Donc, c'est pourquoi il a dit que j'étais intelligent avril, c'est pas pour autre chose. OK. Général Avril, en plus de la gloire, l'homme président... La gloire. Il y a la gloire. C'est un service, hein. C'est un service. Non, là, je parle de manière générale. Oui. Et alors, ça veut dire, ou même où tu es officier dans le palais national, et ou vin président, ou tu es commandant en chef des forces armées d'Haïti, c'est une belle carrière. Oui, la carrière belle. C'est une belle vie pour vous. Mais en même temps, vous avez fait la prison. Oui, c'est ce qui n'aurait pas dû être. Parce que c'est tout à fait injuste. Selon vous-même, je dis, plus de 20 ans après, est-ce que vous demeurez convaincu que vous avez subi des actions des hommes qui étaient au pouvoir à l'époque? Est-ce qu'il y a une forme de méchanceté? Est-ce que c'est une injustice qui était fort? Naturellement, c'est une injustice parce que jusqu'à l'un soutien, pas aucun tribunal qui jamais arrivé, malgré la présence du gouvernement qui m'accablait, aucun tribunal n'a eu à dire que oui, il avait fait ceci, il était coupable. Parce que vous me rappelez votre présence à la prison civile, quand je vous ai donné l'interview à Radio Métropole, quand vous m'avez posé la question, j'ai répondu que je sortais sans aucune haine dans le cœur, je vais reprendre ma vie, je vais rentrer chez moi. Et ce même jour, en sortant, on m'a repris. Oui. Et j'étais encore... Alors, l'interview... L'assassinat à Piat. Vous m'avez accordé l'interview, disons, 10 minutes avant votre nouvelle arrestation. Et c'était à la barrière du pénitencier national. C'est ça. Donc, voilà une situation. Et quand on m'a presque, je dirais dire, torturé, parce qu'on a failli casser mon bras, ce jour-là. Je crois que Grégory... Et ça m'a donné beaucoup de douleur. Grégory, votre fils, était là. J'ai perdu mon contrôle en présence de mon fils, Grégor. Oui. Donc maintenant, et on était en régime démocratique que tout le monde acceptait comme régime démocratique. Vous comprenez bien? Donc maintenant, quand je me suis repris, après, quand on m'a retourné en cellule, j'ai pris le papier qu'on m'a donné, j'ai vu qu'on m'a accusé d'une chose qui a été réalisée le 13 mars 1990. Mais je me suis dit 13 mars, mais je n'étais pas en Haïti 13 mars. Donc, j'ai remis le pouvoir le 10 mars. Et on me reproche quelque chose qui s'est passé dans une province d'Haïti le 13 mars. Et vous n'étiez pas en Haïti? Je n'étais pas en Haïti, je n'étais pas au pouvoir pour avoir des gens à mes ordres. Vous avez passé combien de temps en prison? 1136 jours. 3 ans, presque 3 ans. Et ordonnance de liberté, reprise, ordonnance de liberté, reprise, ordonnance de... À chaque fois, on reprend quelque chose. Mais cette fois, on m'a donné quelque chose qui était en dehors de mon pouvoir. Donc, quand j'ai dit ça à mes avocats ont présenté ça au tribunal, il y a eu un ministre de l'Information, comme pas besoin de citer Noni, qui a eu à déclarer que j'avais passé l'ordre avant de quitter le pouvoir. Vous comprenez ça? Juridiquement parlant, avant de quitter le pouvoir, j'avais passé un ordre qui a été exécuté 4 ou 5 jours après.
Et on n'a pas arrêté la personne qui a exécuté l'ordre. Donc c'est le cerveau. On a arrêté le donneur d'ordre, le soi-disant donneur d'ordre. On n'a pas arrêté les intermédiaires. Hein? Et je dis, ou toujours. Vous voyez, est-ce que ce que la société haïtienne appelle démocratie, ça dépend de qui est là. De qui est au pouvoir. Qui est au pouvoir. On dit vous êtes démocrate ou bien vous êtes dictateur selon la fable de La Fontaine. Oui, que vous soyez blanc ou noir. Misérable. Le jugement du couvre en blanc. Les animaux malades de la peste. Et je dis encore, ou pas aucune haine, aucune rancune contre mon... Non. Moi, refuse de gagner rancune dans le cœur, parce que, comme moi, pour un livre là, je me rappelle tout le monde que moi, j'ai 83 ans, l'homme signe un livre, ça, l'homme finit qu'il. Ça veut dire que personne ne va mettre en tête que moi, envie de retourner dans le pouvoir, ou bien moi, envie de servir au monde, comme ça. Plus question. Je travaille maintenant uniquement pour informer la société, le peuple haïtien, de choses que je pensais que nous connaître pour être capable de venir ranger le pays. Ça. Malheureusement, nous n'avons pas rendu compte à quelle vitesse le temps passé. Nous étions au-delà, nous étions arrivés à un moment pour nous boucler. Mais il faudra dire un petit bagage rapidement sur le livre noir de l'insécurité. Rapidement, je dis que le livre sur le livre noir de l'insécurité couvre la période 1995-2000. Ça veut dire que moi, je voulais montrer que qui ça a rapporté que sans planification, sans avertissement, on détruit une structure qui avait un travail qu'elle faisait. C'est-à-dire que de 1995 à 2000, j'ai noté dans le livre qu'il y a 1451 cadavres de personnes assassinées dans les rues, chez eux, etc. Ce qui veut dire que on devait voir pourquoi on a eu ce problème et quelles solutions apporter pour corriger. Donc il y a des propositions. Après 2 éditions, le livre a fini, je continue à demander moi. Moi, fais édition ça pour satisfaire mon pour capable de voir qui ça a été fait et quelles ont été les recommandations qui ont été formulées pour être capable de si les recommandations sont valables toujours et à appliquer. Qui est-ce qui dit, Général Avril, que ou responsable, ne serait-ce qu'en partie, de destruction de l'armée d'Haïti? Il est capable de dire ça, mais tout ouais que ce sont des mondes qui ont cherché échappatoire. Parce que j'étais celui qui a essayé de rassembler les morceaux. Parce que quand je suis arrivé, c'était l'effritement total. Parce que, mettez-vous en tête, des soldats qui décidaient que décision président Maniga prend, ou pas d'accord avec, il a cherché général Nafi vient mettre. Ce qui veut dire que ce n'est pas officier qui fait coup d'État, qui mène le général Nafi au pouvoir. C'est soldats. Pas de gain officier là-dedans, c'est soldats. Donc c'est grave. Or, le Nafi fin arrivé. C'est même soldats encore que maintenant la classe politique exploitée qui voit Nafi aller. Et puis, me vient d'émerger. Vient d'émerger, ce n'est pas officier qui émerge, mon contre-officier dit, mon général, sous pas prendre, il y a tout nous là, comme ça, parce que sergent a cherché, il n'y a pas venir, en profiter. On parlait du sergent Hébreu. Donc l'homme arrivé là, il s'agissait de ramasser les morceaux. C'est pourquoi j'ai fait le choix du général Abraham pour nous aider à faire ça. Que nous réussissons. Mais alors, le crédit a été pour lui, non pour moi. Parce qu'on n'a pas pensé que, quand j'étais président, je n'étais pas le commandant-chef des forces armées. Et que... Non, mais il allait vous succéder quand même. J'étais commandant-chef des forces armées. J'ai transmis tous mes pouvoirs au commandant-chef par intérim. Je n'avais pas le droit de passer des ordres directement dans l'armée. C'est le commandant-chef par intérim qui passait les ordres. Allez au grand quartier général, qui est malheureusement détruit maintenant. On ne trouvera pas un seul document pendant ma présidence signé du général Avril qui passe des ordres. Jamais. Parce que je n'étais pas commandant. Est-ce qu'on a un conseil au capable je dis, on conseille par rapport à ça, vive insécurité, kidnapping. Un conseil, moi, pour aboutir à un bagage qui est très difficile. Dans le dernier paragraphe livre, moi, il faut arriver capable d'unir nous. Il faut arriver tout le monde capable de mettre ensemble pour faire payer ça marcher. Conseil, moi, c'est que il faut
que tous les fils, toutes les filles d'Haïti, Haïti et vivant en Haïti et diaspora, pour unir nous, pour connaître que le pays d'Haïti, c'est pour nous lier. Pas de monde qui peut sauver que nous-mêmes. Pas considérer que c'est international qui peut sauver Haïti pour réunir ensemble, mettez à côté nos divergences, mettez à côté nos différences, entendons-nous pour nous ranger le pays. L'histoire des transitions politiques, dans le livre en folie? Il y a un livre en folie, et l'histoire des transitions politiques en Haïti. Et le livre noir aussi dans le livre en folie, parce que comme nouveauté, il est censé aller comme nouveauté. Et en attendant que le livre en folie, les gens qui dehors, qui pressé, et la distribution nous fait déjà, et est capable de joindre dans Librairie Astérix Pétionville ou bien à Big Star Market, c'est deux côtés ça seulement, nous déjà en bas, et l'autre côté va venir après. Mais m'invite tout le monde à le livre en folie, prends le livre ça. Si ce n'est pas pour eux, prendre pour petit eux. Parce que les jeunes d'aujourd'hui, depuis par exemple 15-16 ans, tu doué qu'on ait ça relais chef d'État en Haïti et qui tribulation, tout chef d'État passé, leur arriver au pouvoir. Donc, pour résoudre ça, pour ça pas arriver encore, pour que désormais, il n'y a plus de transition en Haïti par des gouvernements provisoires. Sauf si, par exemple, par malheur, mais que ça qui fait là, c'est dernier pour lui, il pas fait pour encore après. C'est mon uniforme d'ailleurs. C'est soit général là. C'est soit pas moi. C'est que nous arrivons à réussir la stabilité politique en Haïti. Oui, mais c'est de 1806. La stabilité politique a été réussie en République dominicaine qui tout près noir. J'ai dit ça dans le livre. Depuis 1965, la grande guerre civile qui a tué plus de 3000 Dominicains, militaires et civils, eh bien, ils ont entré dans le rôle. Depuis le Sahara, pas un président dominicain qui peut remettre Maïette là, bon, l'autre président dominicain. Pour qui ça ne va pas faire nous-mêmes? Je ne vais pas parler des États-Unis. Les États-Unis, même depuis 1776, c'est ça, ils vivent. Ils ne sont pas dans le bagage intermédiaire. Mais les Dominicains étaient dans des autres là au début, mais depuis 1965, ils prennent meilleur. Donc nous-mêmes, nous avons souhaité que, en 2022, nous en 2021, à partir de ce moment-là, nous prenons pour que désormais, mon président peut aller pour dire, bon, moi-même aller, l'histoire a jugé, si je bon, si je pas bon, mais ou même, elle prend chance, dégager, où est-ce qu'on va faire pour le pays. C'est comme ça pour le dire. Merci beaucoup, Général. Je vous en prie. Merci beaucoup à tous les téléspectateurs qui m'ont écouté ce matin. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. Le général Prosper Avril était notre invité ce matin. Merci de l'accueil. Merci de l'intérêt aussi. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto.